Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler des vectoromiques, euh, un mot bizarre, mais et je vais commencer par vous expliquer pourquoi on s'intéresse à ça, et après on verra un peu plus en détail en quoi ça consiste. Comme vous savez, à Colmar, nous sommes intéressés, nous travaillons depuis des années sur la résistance au mildiou de la vigne et des travaux faits dans notre laboratoire. Dans d'autres laboratoires ont conduit à identifier, à cartographier des gènes de résistance au mildiou. Ce que vous voyez là, c'est la position des différents gènes de résistance au mildiou sur les génomes de la vigne. Et déjà, depuis il y a quelques années, on a pu noter que certains gènes, la plupart d'entre eux, sont localisés dans des régions du génome où il y a ces petits carrés rouges qui sont des gènes appelés gènes de type NLR. Et pour certains, on est allé plus loin que des équipes sont allées plus loin que la simple localisation. Et on avoue que pour RPV1, par exemple, était caractérisé et c'est un gène de type NBSLRR et la même chose pour RPV3. Alors, qu'est-ce que c'est ces gènes-là? Ces gènes sont des récepteurs qui reconnaissent des protéines de pathogènes. C'est un peu comme le système immunitaire de la plante. Et si on les appelle NLR, c'est entre autres, c'est parce qu'ils ont un domaine, se caractérisent par avoir un domaine qu'on appelle MBS et un autre qui s'appelle LRR pour répétition leach and losing. Et après, ils ont un domaine N-terminal que ça peut être différent selon le type de gène. Ces gènes reconnaissent les protéines des pathogènes et les gènes qui codent pour la protéine du pathogène qui est connu par un gène de résistance est nommé gène de virulence. Alors, depuis les années 30-40, on sait que cette résistance majeure fonctionne dans une interaction RABR qu'on peut illustrer, je vais vous illustrer comme ça, où quand on a cette reconnaissance spécifique, on aura une résistance. Alors, quand on a un gène de résistance qui est exposé dans la nature en pathogène, il est devant une population de pathogènes. Et pour les gènes en question, il y aura de la variabilité. Et cette variabilité peut conduire à des formes de la protéine qui ne seront plus reconnues par les gènes. Et alors, dans ces cas-là, on arrive à ce qu'on appelle un contournement ou un isolat virulent. Par définition, la virulence, c'est dominante parce qu'il suffit d'une copie pour la, qu'il ait la résistance et la virulence sera récessive. Même s'il y a des exemples, des cas particuliers où ce n'est pas le cas, mais ça, c'est la majorité. Alors, vous l'aurez compris, s'il peut suffire d'une mutation ou d'une perte d'un gène particulier pour que la résistance ne soit plus effective, les contournements de résistance par ce type de gène, c'est quelque chose qui devrait arriver facilement. Et c'est le cas, ça a été vu dans plusieurs cultures, dans plusieurs pathosystèmes. Il y a des dizaines ou même des centaines de gènes qui ont été contournés si on met tout ensemble. Et bon, chez la vigne, c'est pas différent. On avoue que déjà en 2010, on avoue que RPV3 était contourné. Et plus récemment, des travaux faits en partie à SAB, ils ont montré que les souches capables de contourner les résistances de RPV10 et RPV12. Alors, dans un modèle où le contournement de la résistance est dû à un changement d'une protéine de virulence, d'un gène de virulence, il devient importante l'identification de ces gènes de virulence. D'un côté, parce que ça peut nous permettre d'évaluer les risques de contournement de la résistance
en étudiant la variabilité de ces gènes dans les populations de pathogènes, mais aussi, si on peut, ce n'est pas toujours le cas, en étudiant l'effet de la perte de ces gènes sur la viabilité du pathogène, c'est-à-dire l'importance que ces gènes aura pour les pathogènes. Par ailleurs, ça peut nous permettre de faire de l'épidémiosurveillance, ce qu'est en train de faire ASAV, c'est-à-dire de faire des marqueurs, de suivre, ou même si on connaît les gènes précis, de les séquencer, et dans chaque saison, pouvoir regarder quelle est la composition des isolats qui apparaissent de l'épidémie par rapport à ça et prédire si peut-être on va être confronté à un contournement. Alors, pour identifier des gènes de virulence, on a plusieurs stratégies. La première, la plus répandue, c'est la cartographie génétique. Pour ça, on a besoin d'une souche virulente et d'une souche virulente qu'on puisse croiser. On croise ces souches et on a une population. Chaque souche fille, on va les phénotyper pour savoir si elle est virulente et avirulente, et après la génotyper. Après, on fait de la cartographie génétique et on arrive à trouver une région du génome qui est associée à la virulence. Ça, dans le cas d'Humildu la vigne, c'est possible pour RPV3, RPV10, RPV12. Non seulement c'est possible, comme ça a été fait, dans le cadre de la thèse d'Étienne Dvorak, qui vous a présenté ça déjà dans le cadre d'un apéro vitae précédente et aussi dans notre réunion annuelle, il a fait. Une autre stratégie, c'est les GWAS, les analyses des génomiques d'association. Pour ça, il faut avoir plusieurs souches, un nombre important de souches virulentes et un nombre important aussi de souches virulentes qu'on va génotyper et après on utilise des méthodes d'analyse génétique et statistique et aussi on retrouve sur le génome, sur la zone du génome impliqué. Et là, ça a été fait pour RPV3 dans le cadre de la thèse de Manon Penon. Et finalement, il y a l'effectolomique que je vais pas vous expliquer. Je vous expliquerai en quoi ça consiste un peu plus tard, mais ça a un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de souches contournantes. Et ça a été le seul possible pour RPV1 jusqu'à récemment et continue à être la seule stratégie possible pour RPV2 parce que pour l'instant, on ne connaît pas de souches contournantes. Alors, effectoromique, ça vient d'effecteur. Alors, qu'est-ce que c'est un effecteur? Un effecteur, c'est des protéines qui utilisent les pathogènes pour infecter la plante. C'est des protéines qui vont être sécrétées dans l'intérieur des cellules végétales et là, ils vont modifier le métabolisme de la plante pour se nourrir et aussi pour bloquer les défenses basales de la plante. Ça, c'est très bien pour les pathogènes, mais en faisant ça, ils s'exposent. Ces mêmes effecteurs qui sont utiles pour infecter, ils sont un signal pour la plante comme qu'il est en train d'être attaqué. Et là, ils peuvent être reconnus par les gènes R de la plante qui sont intracellulaires. En effet, quand les gens ont commencé à chercher ces gènes AVR chez des homicètes par des stratégies de cartographie génétique, comme ce que je viens de vous montrer, ils se sont rendus compte que la plupart, sinon tous les gènes des homicètes, de la virulence d'homicètes qu'ils identifiaient, appartenaient à une famille d'effecteurs qu'on appelle les effecteurs RXLR. Ces effecteurs RXLR sont caractérisés par avoir un petit signal qui va les permettre de sortir de la cellule de l'homicète. Et après, les motifs qui les donnent le nom, il y a quatre acides aminés, des 4 acides aminés suivis des 3 autres acides aminés E et R, qui est censé être nécessaire pour la rentrée dans la cellule de la plante. Et après, il y a une partie, c'est terminal, on ne peut pas prédire aucune fonction sur la base de la séquence, mais qu'il y a des motifs structuraux qui sont caractéristiques de ces familles d'effecteurs.
de façon très importante pour cette présentation d'aujourd'hui, ce qu'on a vu pour les effecteurs, pour les gènes de virulence des homicèdes, et c'est général pour tous, c'est que quand on exprime de façon, on prend les gènes, on les sort du pathogène et on l'exprime de façon transitoire sur des feuilles de plantes qui portent les gènes de résistance, on voit de la mort cellulaire, indépendamment de que dans la vraie vie, ça donne de la mort cellulaire ou non. Ce que vous voyez ici, c'est une plante, une feuille de Nicotiana bentamiana qui a été transformée avec un gène de résistance au mildiou, la pomme de terre, qui s'appelle R3A. Et ça, c'est le gène de virulence pour ces gènes, issus d'une souche avirulente et issus d'une souche virulente. Et là, vous voyez que quand on a les gènes de virulence en présence des gènes de résistance, on a une forte réaction de mort cellulaire. Alors, ça, c'est un outil qui va être essentiel. Alors, l'effectoromique est basé sur ces connaissances, sur l'interaction RAVR, sur le fait que les gènes AVR appartiennent tous à cette famille d'effecteurs et sur le fait que quand on exprime un gène AVR en présence des gènes R, on voit de la mort cellulaire. Sur la base de ça, ceci, je pense que c'est les papiers fondateurs de l'effectolomique. C'est des travaux qui ont été faits à l'université de Wageningen et sur l'interaction entre la pomme de terre et Phytophthora infestans. Alors là, ces gènes sont dit, bon, mais écoutez, ce qu'on peut faire, c'est je vais prendre directement des effecteurs, je vais les cloner, je vais transformer l'agrobacterium pour pouvoir exprimer ça dans des plantes. Et là, si j'ai une population de ségrégation où j'ai des plantes sensibles, résistantes et des plantes sensibles, ce qu'on voit là, c'est l'inoculation, l'infection par les pathogènes. Donc, je sais que la résistance est causée par un gène particulier. Si je prends des effecteurs et j'exprime beaucoup d'effecteurs là-dedans, s'il y a un effecteur que c'est le gène de virulence, il fera de la mort cellulaire sur les plantes résistantes et ne fera pas de la mort cellulaire sur des plantes sensibles. Alors là, ils avaient dans ce travail, je pense que s'ils avaient connu 50 ou 60 effecteurs, ils ont tous passé, ils ont vu un cas que c'était comme ça. On peut aller plus loin et on peut prendre une collection d'accessions d'espèces sauvages, des variétés, des hybrides, et toute une collection d'effecteurs et faire des infiltrations. Et là, on peut se trouver sur différents cas de figure. On peut trouver des cas de figure comme celui-là. Ça serait un effecteur qui induit la mort cellulaire de façon spécifique et qui n'est pas intéressante. Mais d'autre côté, on peut se trouver dans ces situations-là. C'était un effecteur qui va induire la mort cellulaire dans une espèce ou variété particulière. Ce que nous dirait qu'il y a une forte probabilité de que dans cette espèce, dans cette accession, il y ait un gène de résistance qui va reconnaître cet effecteur-là. Alors, l'étape à suivre, ça serait de faire une population de ségrégation à partir de ces génotypes et voir que la résistance co-ségrège avec la mort cellulaire. C'est-à-dire chaque fois qu'on a dans les plantes résistantes, on a de la mort cellulaire, dans les plantes sensibles, on n'a pas de la mort cellulaire. Alors, si c'est le cas, dans ces cas, on a trouvé déjà un nouveau gène de résistance, même que ségrège dans la population, on ne l'aura pas encore cloné, mais on sait qu'il y a un nouveau plan de gène de résistance dans ces plantes, et on a tout de suite identifié les gènes de virulence correspondants. Et c'est ça la puissance de la méthode de l'effectoromique. Comme ces puissances, ça les montre qu'il y a eu beaucoup de travail qu'ils ont fait appel à cette stratégie, dont vous en avez ici une petite sélection, dont j'aimerais remarquer là des travaux sur le mildiou du tournesol qui ont été faits dans le cadre d'un projet
qui s'appelait ANR, qui s'appelait Effectores, où nous, SAV et les gens de Toulouse ont été impliqués, ont travaillé sur les mildious de différentes pathologies. Alors, là, on rentre sur ce que nous avons fait, c'est l'effectolomique chez les mildious la vigne. Alors, vous avez compris, pour avoir une stratégie d'effectolomique, il faut cloner des effecteurs. Pour cloner des effecteurs, il faut connaître la séquence. Quand on a commencé il y a pas mal d'années de tout ça, il n'y avait rien de tout, une vingtaine d'années, il n'y avait pas du tout de ressources génomiques de la vigne et c'était pas si facile de les obtenir comme c'est maintenant. Alors, je vous passe toute l'histoire de comment arriver à tout ce qu'on a maintenant, mais finalement, c'est toujours, surtout grâce aux efforts de l'équipe de François Delmotte qu'on a des données des génomiques très importantes et des génomes de la vigne de très bonne, de mildiou de la vigne de très bonne qualité. Ça, c'est une illustration seulement, ça n'a rien à voir. Alors là-dedans, une fois qu'on a le génome, on peut utiliser des moulinettes de recherche d'effecteurs de type RXLR basés sur la présence des motifs RXLR et aussi sur les motifs structurels typiques de ces protéines. Et là, quand on a fait ces recherches, on a tombé sur 570 effecteurs candidats de type RXLR. Ça fait beaucoup. Bon, il faut tenir compte que là, on compte, il y a des choses qui doivent être des allèles. Mais là, tout tester sur des plantes, ça c'est un peu monstrueux, c'est un travail et il faut faire des priorités. Et nous, pour faire des priorités, on a regardé des données de reséquençage des tissus infectés qu'on avait à 24, 48 et 70 heures. Et là, on a commencé par dire, bon, au moins, c'est que s'exprime le plus, ça a plus de risques de qu'ils sont importants, alors on va essayer de les tester. Et on a fait ça, on a fait des infiltrations sur RPV1 et sur RPV2, sur des plans importants RPV1 et plus importants RPV2. Et pour l'instant, on n'a rien, on n'a pas réussi à identifier les ABR pour RPV1 ou RPV2. Pour vous illustrer les recherches, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait pour la recherche d'ABR RPV2 et en particulier d'un résultat un peu surprenant qu'on a eu. La, un des requis pour faire de l'effectolomique, c'est la, les ressources génomiques. Un autre des acquis nécessaires, c'est un système d'expression transitoire qui marche. Et là, on utilise, ça dépend de la méthode qu'on utilise, mais aussi du matériel végétal. Alors, on a dû travailler un peu jusqu'à trouver une population de BC4, un Bracos 4 entre Muscadinia, que c'est l'origine du gène RPV2, et Vitis vinifera, dans lesquels on a trouvé plusieurs individus qui étaient facilement infiltrables. Ce que vous voyez là, c'est des individus, un qui a RPV2 et l'autre qui ne l'a pas, qui sont infiltrés d'un côté avec une construction qui porte agrobactéries transformées avec la construction de gauche. Ça, c'est notre témoin négatif pour voir que l'infiltration elle-même n'induit pas la mort cellulaire. Et là, c'est de l'agrobactérie qui s'est infiltrée avec une construction qui porte les MIB-A1. MIB-A1, c'est les facteurs de transcription responsables de la production des anthocyanes. C'est celui qui est impliqué, qui fait la différence entre les raisins rouges et blancs. Et là, quand on l'exprime sur des feuilles de vigne, on voit qu'il y a la production d'anthocyanes sur la feuille. Ça, c'est notre témoin positif et notre témoin de que les infiltrations dans ces feuilles, elles marchent bien parce que même dans un même génotype, on a l'expérience de que ces feuilles dépendent. Alors là, on a pris 75 effecteurs de type RXLR. C'était fait dans le cadre de la thèse de Lori Marsan et qui avaient été clonés dans l'agrobactérie et transformés. Et on les a utilisés pour les infiltrer dans des plantes
portant RPV2. On a un résultat qui au début, c'était intéressant. C'est, voilà, vous voyez ici, c'est Syrah, ça c'est notre témoin sensible. On voit l'expression des mi-bilax et cet effecteur particulier qui fait pas de la mort cellulaire sur Syrah, qui nous dit que c'est pas un effecteur qui induit la mort cellulaire par lui-même. Et là, on a trois génotypes qui portent RPV2 et on voit que sur les deux premiers, les deux allèles de cet effecteur, parce qu'il y avait deux allèles, tous les deux arrivaient à induire la mort cellulaire, et ça, nos témoins, elles étaient bien. Mais il y avait un troisième individu qui portait RPV2 et euh, où cet effecteur n'induisait pas la mort cellulaire. On a refait les manips plusieurs fois, peut-être c'est l'effet, mais non, c'était consistant. Voilà. De là, l'importance d'avoir différents génotypes d'une population ségrégante pour valider que la mort cellulaire est vraiment liée au gène. Alors là, pour cette population de BC4, on avait la chance de qu'elle avait été génotypée par GPS, Genotyping by Sequencing, et qui donne une couverture très forte des marqueurs sur le génome, au point de que ça nous permet de faire une chose qui s'appelle chromosome painting. Merci à tous.